Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes avec Testeur de CBD Je suis Oro. et moi c'est Ben. Donc salut Nicolas, tu es le créateur du chanvre de mon père, ou plutôt de ton père. Avant ça, tu as eu une longue expérience dans le marketing et dans le milieu des yachts. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet et de ta transition vers le chanvre? Salut Oro, salut Ben. Effectivement, donc moi j'ai pas eu un parcours hyper agricole. J'ai eu un parcours plutôt industriel, pas forcément marketing finalement, mais plus industriel. Donc moi j'ai été en gros ingénieur en tant que chef de projet dans l'industrie aéronautique et l'industrie navale, donc dans les yachts dernièrement. C'est ça. J'ai quitté la société dans laquelle j'étais il y a maintenant 2 ans et demi. Et donc maintenant, je me suis lancé dans l'aventure Le Chanvre de mon père. Donc j'ai créé ma société qui propose et qui distribue du coup des produits issus de nos champs bio. Donc que du chanvre exclusivement sous différentes formes. Ça peut être sur la partie plus alimentaire ou alors sur la partie un petit peu plus bien-être en intégrant le CBD notamment. Et donc à la base, c'est ton père et tes parents qui avaient du coup une production agricole. Euh, comment la fusion ou la transition, elle s'est faite? Comment toi, la création de ton entreprise s'est mêlée à ce qui existait déjà? En fait, ça s'est fait assez progressivement et c'est toujours en cours, c'est pas finalisé parce que mes parents, ils sont toujours en activité. Donc eux, à la base, sont agriculteurs, arboriculteurs, donc ils travaillent aussi certains arbres fruitiers, notamment des kiwis. Et après, ils ont tout un volet plutôt agriculture avec là des champs et de la grande culture sur une petite exploitation, donc en gros 25 hectares de culture bio. Depuis ça, et ça c'est un choix qu'ils ont fait il y a maintenant plus de 23 ans. Donc ils avaient cette partie grande culture, notamment avec du chanvre. Et moi, je me suis intégré dans cette société-là, mais finalement, j'ai créé ma propre structure. Donc, on a nos deux espaces bien distincts, en gros. Ça nous permet quand même d'avoir une certaine autonomie. Mes parents sont finalement mes producteurs directs et moi, je suis la personne qui rachète la marchandise, qui la transforme avec eux et qui la revend sous la marque Le Chanvre de mon père. Donc, c'est deux entreprises distinctes, mais intimement liées puisque c'est mon seul et unique fournisseur, c'est mon père et ma mère. Et donc ton père, il avait déjà une production de chanvre ou il s'est mis du coup au chanvre pour les nécessités de ton entreprise? Non, mon père, effectivement, il avait déjà une production de chanvre il y a, En il y plus a, du il y a, reste? il y a très longtemps. Ouais, en plus du reste, en plus de ce que j'ai introduit juste avant. En fait, il a commencé en 99. Donc en 1999, il a 23 ans. Il s'est mis à faire du chanvre parce que il était un agriculteur, on va dire, conventionnel. Il a hérité de terres conventionnelles, il a continué l'agriculture conventionnelle comme grosso modo ça se faisait déjà localement. Et puis il a remis en question beaucoup de choses par rapport à l'agriculture conventionnelle et l'utilisation d'intrants phytosanitaires, quoi, en gros. Et il s'est dit non, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Je vais basculer sur une agriculture biologique, mais on peut pas faire les mêmes cultures et continuer les mêmes logiques et les mêmes itinéraires culturaux en conventionnel, en bio. Et il y a quand même une transition à faire. Et donc, c'est là où il s'est penché sur les différentes possibilités qu'il avait à lui par rapport à notre terroir, par rapport à notre climat, par rapport au savoir-faire, etc. Et puis, c'est là où il s'est tourné vers le chanvre. Et donc, il a découvert cette plante. Il en est devenu un grand passionné autour du chanvre. Donc, à l'époque, il y a 23 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Et, enfin, pas beaucoup. On en parlait, mais c'était beaucoup moins comme sur ces dernières années où vraiment on en parle un peu partout, quoi. C'était à destination textile à l'époque, j'imagine, principalement. La destination, effectivement, elle était pas CBD en 99, elle était vraiment sur du chanvre qui était plutôt à graines et à fibres. Donc il y avait ces deux OK. parties. L'idée, c'était de récolter la tige du chanvre pour après le défibrer. Donc c'est pas vraiment textile, c'est plus sur la partie isolation bâtiment. C'est pas une fibre qui est destinée vraiment pour le textile. Et après, il y avait la partie graine. Donc là, la graine, au tout début, il la vendait brute en tant que telle pour l'oisellerie. Il y avait un gros marché en Hollande notamment. C'était pas le même qu'aujourd'hui, mais là, c'était pour les graines de chanvre pour les oiseaux, ouais, pour intégrer dans l'alimentation des oiseaux, parce qu'en fait, c'est hyper riche en protéines et en lipides.
Donc en intégrant, une petite partie, ben, on arrive très vite sur des produits, qualitatifs pour nourrir, bah, les oiseaux, par exemple. Je voulais revenir sur le lancement et sur ta transition vers le chanvre. Si ton Ouais. père il cultivait depuis 99, Mmh. j'imagine que tu as dû mettre la main à la pâte tôt. J'ai fait ma petite enquête, j'ai aussi regardé dans ton apprentissage, ça parle de méthode Sonkas. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur bah, quand est-ce que tu as commencé du coup à te mettre au vert, à accompagner ton papa et un peu plus l'envers du décor de ta transition, comment est-ce que tu t'es lancé et équipé En fait, depuis très longtemps, de toute façon, quand on est boss, enfin, quand on est fils d'agriculteur, je pense qu'on est intégré très vite dans les champs. Très vite, mes vacances scolaires, on va dire que, moi, j'ai aidé mes parents à récolter les kiwis, à faire des petites choses et finalement, on est très vite, on se retrouve dans les champs. Donc il y a cette intégration avec la nature qui se fait assez naturellement durant toute notre éducation. Après le chanvre, mon père, comme je l'ai dit, depuis 99, moi je suis né en 94. Donc voilà, depuis que je suis tout petit, j'en entends parler. Je connais, je pense, à peu près toutes les histoires. Et ouais, toutes les histoires que mon père a pu me raconter, je les ai entendues plus d'une fois. Donc du coup, à force, j'ai lié quelque chose avec cette plante. Ça fait partie aussi de ma famille dans un sens. Donc il y a un attrait qui est vraiment particulier avec le chanvre. Et en parallèle de ça, moi j'ai pas forcément accroché sur le côté agricole, parce que j'ai toujours entendu mes parents dire, qu'il fallait pas qu'il fallait pas faire, les mêmes choses qu'eux parce qu'ils ont pas forcément fait les choix les plus faciles et ils ont, parfois galéré, hein. Dans l'agriculture, c'est pas forcément toujours simple. Entreprendre, c'est dur et dans l'agricole, c'est encore, on se rajoute quand même d'autres variables, qui sont complexes et donc du coup, ils m'ont pas forcément orienté sur le côté agricole. Naturellement, moi, j'étais quelqu'un de plutôt méthodique et organisé. J'aimais bien, ce qui était bien fait, donc l'industrie porte quand même pas mal de ces choses-là, on va dire, d'excellence, de s'améliorer, de faire toujours mieux, plus efficace, plus productif. Voilà, tout ce pan-là me plaisait beaucoup, donc je suis parti dans l'industrie très tôt, en fait. Après ma terminale, grosso modo, je me suis orienté vers un DUT qui était logistique, qualité, et organisation. Et puis j'ai déroulé comme ça petit à petit. Je passé un master. Ensuite, je suis parti en master en alternance dans l'aéronautique. Je suis parti un an en Angleterre bosser chez Safran, pareil dans la qualité. Je suis revenu, j'ai terminé mes études. C'est là où je suis rentré donc dans une société qui fabrique des catamarans. Donc là, j'étais chef de projet logistique pour essayer d'optimiser un petit peu les flux et améliorer les choses dans cette entreprise d'un point de vue logistique. Donc rien ne me destinait finalement au côté agricole, mais j'avais toujours ce côté un petit peu entrepreneuriat qui me plaisait beaucoup, de me dire ça serait pas mal de lancer un sujet qui me passionne vraiment, d'essayer de construire une société, d'être autonome, il y a ce côté liberté aussi de l'entrepreneuriat qui est assez sympa. Et petit à petit, il y a plein de choses, plein d'opportunités. Et puis, il y avait aussi en parallèle le marché du chanvre et du CBD qui s'ouvrait. Mon père, avec qui j'en discutais tous les week-ends, on en parlait souvent de comment est-ce que ça s'orientait. On voyait aussi beaucoup de produits sur le marché qui n'étaient pas forcément hyper qualitatifs à notre sens. Et on se disait, on peut faire les choses différemment. On peut faire les choses plus direct producteur, avec une vraie traçabilité, montrer comment est-ce qu'on le fait, faire un peu de pédagogie autour de cette plante. Et tout ça, l'un dans l'autre, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Allez, donc j'ai quitté mon travail, mon job dans lequel j'étais. Donc, ça a été une prise de risque pour entreprendre. Mais bon, après, c'était dans un contexte aussi qui était, on va dire, facilitant, puisque je commence là en étant accompagné par le chômage aussi. Donc, j'ai quand même une source de revenus qui me permet de pas me concentrer sur faire du cash à l'instant, mais plutôt de construire quelque chose de périn et de qualitatif comme je l'entends en tout cas. Et voilà, c'est comme ça que j'ai drifté vers le côté agricole. Si on résume, en fait, c'est, toi, tu étais dans ta ligne et puis à un moment donné, en fait, c'est à force de discussions avec ton père, Ouais, que il y a pas l'élément déclencheur, c'est ça, en fait. C'est des discussions et puis vous vous êtes, retrouvés et vous vous êtes dit: «Allez, on y va, quoi». exactement. C'est OK. discussion, opportunité, c'est le bon moment. Si j'ai envie d'entreprendre,
c'est le moment idéal pour moi Un et croisement voilà. des chemins quoi, qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es lancé. Exactement, exactement. Travailler avec Jean-Pierre, le maître artisan moulinier et Martine. Tu peux nous en dire plus? Ça fait quoi? Ah, mais c'est particulier de bosser avec ses parents parce qu'on les a toujours vus, d'un point de vue externe et puis là, maintenant, finalement, on traite avec eux, on bosse avec eux, mais globalement, c'est super. Ça se passe hyper bien, on s'entend très, très bien sur, quasiment tous les sujets. Le fait qu'on ait, dès le début, dissocié les 2 sociétés nous permet quand même d'avoir une certaine autonomie, chacun. Moi, je suis pas salarié de leur société ou quoi que ce soit, donc ça, c'est hyper bien. On est toujours à s'entraider, enfin, on n'est pas à regarder le petit détail de, ah, ma partie s'arrête là, on est toujours à s'entraider des 2 côtés. Sur le papier, moi, je suis censé que racheter évidemment les produits de mes parents et après les revendre. En réalité, ben, je suis dans l'échange, je plante avec eux, je récolte avec eux, je transforme avec eux, tout comme eux, finalement, m'aident à conditionner, les produits dans notre labo alimentaire, pour faire des préparations de commandes, pour faire, voilà, on a une boutique à la ferme. Ma mère, c'est ma meilleure commerciale à la ferme. C'est elle qui gère la boutique. Enfin voilà, ça se passe très bien globalement. Donc c'est marrant, on dirait qu'au début, vous avez eu envie de faire 2 entités et puis toi, tu avais envie de dire: «Je fais un peu mon truc» et puis au final, vous vous rejoignez sur tous les plans Ouais, et c'est pas faux. c'est un mais je vois le c'est intelligent d'avoir, dans le sens où tu as fait ta société, tu as voulu faire ton truc, de ton côté, c'est je comprends le move, c'est intéressant. D'ailleurs, un bon anniversaire à ta maman qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours, il me semble. Exactement. Ouais, Martine, elle a eu 61 ans, ouais, c'est ça. Ton père a transformé les terres de son père en terres biologiques. Euh, Est-ce que toi, tu penses qu'à ton tour, tu vas changer des choses à l'avenir? Ben, ouais, c'est sûr que ça va. Mais même aujourd'hui, dès aujourd'hui, je change des choses finalement dans leur manière de fonctionner. Ce qu'il faut expliquer aussi peut-être un petit peu, c'est que mon père, c'est un chanvrier depuis 99, mais principalement pour la graine et la tige. Là, maintenant, on commence à s'orienter beaucoup plus vers, enfin, depuis qu'on a créé cette société, on fait de l'extrait de CBD. Donc, du coup, on n'est plus sur les mêmes modes de culture. Donc, l'itinéraire culturel est radicalement différent. On est plus sur 250 pieds au mètre carré, un grand champ comme on peut l'imaginer, un champ de, je sais pas, de maïs ou de blé. Là, on est sur un pied au mètre carré sur des variétés très spécifiques, avec une notion de mâle-femelle ou alors de graines féminisées. C'est différent. Donc, le fait déjà d'être rentré avec ce besoin-là, ben, mes parents ont dû s'adapter aussi d'un point de vue culturel pour arriver à répondre aux besoins que j'avais. Donc déjà, ça commence à changer un petit peu les choses sur la partie agricole. Après, à terme, oui, il y a des choses qui changeront. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de se projeter à long terme. Mes parents sont pas encore de suite à la retraite. Il leur reste encore quelques années à terminer. Donc, d'ici là, on verra comment est-ce que le marché aussi du CBD et du chanvre s'oriente. Est-ce qu'on aura toujours la liberté en tant que petit chanvrier comme on est de pouvoir faire des produits, etc. Et tout ça fera que à l'avenir, ça modifiera peut-être les plans. Mais pour l'instant, on avance un peu au jour le jour, suivant l'évolution de la réglementation et de différentes choses qui peuvent venir impacter finalement notre développement. Et on s'adapte. Donc, on se projette pas sur 10 ans déjà, mais sur les prochains mois, la prochaine culture, la prochaine année. Mais on n'est pas sur un planning à 10 ans, en tout cas. Du coup, si c'est toujours le cas, vous utilisez des graines de Futura 75, mais j'ai vu aussi sur certains de vos posts et sur les réseaux sociaux que parfois vous lanciez des nouvelles variétés. Malgré le chanvre industriel que vous produisez, contrairement à de nombreux producteurs, euh, est-ce que vous avez une approche particulière de la culture, un terroir, des techniques qui vous sont propres? Alors oui, au début, en fait, on était sur le côté chanvre industriel parce que on avait aussi toute cette sur l'exploitation, on avait aussi toute la culture pour la partie graine, donc pour en faire de l'huile. Donc là, on n'est pas sur les mêmes variétés quand on parle de CBD, on est sur des variétés qui sont beaucoup plus riches d'un point de vue terpénique, d'un point de vue cannabinoïde. Et donc, du coup, on est sur de nouvelles variétés. On a toujours
souhaité, en tout cas dans notre développement, on a toujours souhaité jouer avec les règles qu'on avait à disposition. C'est-à-dire que jusqu'à là, on n'avait pas le droit à grand-chose comme type de variété. Donc là, en 2023, ça s'ouvre. Donc on va faire de super variétés qui vont être féminisées, qui sont bien certifiées au catalogue européen, donc qui sont autorisées en tant qu'agriculteur. Et jusqu'à là, on n'avait pas le droit. Donc on n'était que sur des variétés qui étaient quand même relativement bridées. Donc en gros, notre choix de variété était assez restreint pour la partie CBD. Ensuite, on a basculé sur du Compolti et de la Diwika 88. Donc là, c'est des variétés qui sont... euh, donc il y a les variétés monoïques, c'est Futura 75, c'est à la fois mâle et femelle. Les variétés Diwic, c'est Diwika 88 et Compolti. Donc là, il y a des pieds mâles et des pieds femelles, toute une opération de sexage pendant la culture. Donc à un moment donné, on identifie les mâles et femelles, on supprime tous les mâles pour garder que les femelles et avoir que des fleurs qui ne vont pas produire de graines. Et là maintenant, comme on a de nouvelles variétés, ça semble être hyper chouette en tout cas, qui sont directement féminisées, donc il n'y aura plus autant ce travail de sexage, même s'il y aura quand même de la surveillance pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hermaphrodites, donc de pieds qui sont à la fois mâles et femelles et qui puissent du coup grainer le reste des plants. Mais là, du coup, on va être sur des plantes qui vont être beaucoup plus adaptées, qui vont être sûrement beaucoup plus chargées aussi en cannabinoïdes. Donc là, on va faire quelque chose qui va être hyper intéressant. Pardon. Ça doit être assez éprouvant la chasse au mâle. Ouais, la chasse au mâle, c'est c'est des kilomètres parcourus tous les jours, enfin tous les jours ou tous les 2, 3 jours, pendant plusieurs semaines. Donc l'an dernier, on avait quelque chose comme 9000 pieds de Compolti et de Diwika. Et tous les jours, non, tous les 2, 3 jours, on passait. Donc c'est plusieurs kilomètres à vérifier plan par plan s'il n'y a pas un petit mâle qui se cache par là ou pire les hermas qui sont, si on regarde à certains endroits, on pense que c'est une femelle, mais si on regarde à d'autres, en fait c'est un mâle. Et du coup, là, c'est un peu tricky pour arriver à identifier ça. Ouais, c'est chaud. Et c'est pour ça que les graines féminisées qu'on va acheter cette année, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher à la graine. C'est vraiment rien à voir en termes de tarifs. Mais bon, par contre, on va peut-être s'y retrouver au niveau Sur le temps de ce gagné. sur ce temps de travail-là, effectivement, parce que c'est beaucoup de temps tous les 3 jours. Et après, il y a aussi ben, forcément la quantité de cannabinoïdes que ça va produire, les terpènes qu'elles vont produire. Ça sera tout le travail du semencier d'avoir réussi à faire des semences vraiment spécifiques avec des caractères bien particuliers. Et ça va être super chouette. Ouais. Mais du coup, par rapport à d'autres chanvriers, vous avez un réel parti pris de pas faire de la fleur. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et est-ce qu'un jour il serait possible que vous en faisiez? Un jour, c'est possible qu'on en fasse. Et justement, cette année, on va essayer de faire les premiers tests. En fait, le travail de la fleur, c'est quand même, c'est un autre métier. Vraiment, nous, on est chanvrier à la base, grande culture. Depuis 5 ans, on s'est converti sur la partie extraction de CBD et transformation de ces fleurs-là. Mais faire de la fleur à fumer, ou à fumer ou à vaporiser, c'est encore un autre métier, je pense. Et il y a des techniques qu'on ne maîtrise pas encore, qu'on va apprendre sur cette saison. Et puis, c'est surtout que, enfin, je ne veux pas vous l'apprendre, mais on va pas vous sortir une fleur qualitative avec. Enfin, avec une Compolti, ça peut arriver, mais l'IDUK 88, des choses comme ça, on est très loin de faire concurrence avec les fleurs qui sont sur le marché. Du coup, je préfère même pas essayer de faire quelque chose comme ça parce que je suis certain que la variété a un poids énorme dans la qualité du produit final. Et même si on peut faire un mode de culture de dingue, je suis pas certain qu'on arrive à rivaliser avec une variété qui a été bien travaillée, qui a été bien pensée, quoi. Après, certes, la génétique, c'est 70% du travail sur une fleur, mais vous avez très certainement, vu que le terrain s'est transmis de génération en génération, vous avez sûrement un peu un terroir qui s'est constitué. Euh, les graines et le travail de génétique se fait partager et se fait tourner entre producteurs, etc. Je ne doute pas de votre capacité à planter des graines, des bonnes graines sur votre terrain et vous aurez très certainement, via la sélection ou la chance, des choses incroyables. C'est sûr, non, mais c'est sûr, on sait faire pousser des plantes, ça
c'est pas un souci. Enfin, là-dessus, l'expérience de mon père, les années d'expérience de culture de chanvre, clairement, elles comptent et je le vois, des analyses fines qu'il a par rapport ben, aux couleurs des feuilles, à la vitesse de pousse, à la terre. Comme tu disais, la notion de terroir, on connaît très très bien nos terres. On sait que même sur 20, même sur 25 hectares, qui est une toute petite surface en tant qu'agriculteur, on a des grosses différences de terre. On a des terres qui sont argileuses à des endroits, on a des terres qui sont beaucoup plus pleine de cailloux, de graves, et donc du coup ça a un effet radicalement différent sur la rétention de l'humidité dans le sol. Donc les plants réagissent différemment, et tout ça, c'est sûr, en s'appuyant sur l'expérience de mon père, on va pouvoir faire des choses qui seront différentes, et le terroir va y jouer. Ça, c'est sûr. Mais la génétique a quand même sa part pour faire des fleurs de qualité. Donc du coup, c'est pour ça que jusqu'à là, on ne s'est pas lancé sur le domaine des fleurs parce qu'on ne se sentait pas avec les variétés qu'on avait pour rivaliser et faire quelque chose de qualitatif. Maintenant, avec ce qui arrive en 2023, ouais, clairement, on va avoir de la Strawberryca, on va avoir de la OGK, de la Painkiller, Enectaliana, enfin, on va avoir plein de variétés. On a sélectionné 7 ou 8, donc là, on va pouvoir s'amuser. Et ça va être encore un autre tournant pour nous dans la culture du chanvre. Comme on est sur un marché qui est quand même assez peut-être surveillé, qui peut être plus facilement, on va dire, contrôlé, on essaye de faire les choses les plus propres possibles. Et aujourd'hui, du bouturage, la sélection variétale, ça, on n'est pas censé le faire. C'est pas quelque chose qui est aujourd'hui autorisé. De le faire, c'est bien parce que finalement, ça amène la réglementation à évoluer dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on préfère rester dans les règles Les qui nous sont règles de l'art. proposées. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Donc du coup, aujourd'hui, on reste, enfin, les variétés qu'on fait pousser, si on les fait pousser, c'est parce qu'elles sont au catalogue européen cette année. Par rapport justement au catalogue de variétés, sur le Ouais. site de l'Europe, il y avait un fameux lien où il y avait les semences autorisées, sauf que depuis peu, moi j'entends dire que ça a été ouvert, que le catalogue n'est plus obligatoire, et d'ailleurs le site de l'Europe a retiré la page du catalogue. Est-ce que toi, tu as eu des échos sur ça? Nous, on a regardé il y a 2, 3 semaines quand on a passé notre commande et il y avait bien toujours, en tout cas, un catalogue jusqu'à là avec une liste de semences. Donc, on retrouvait toutes les semences qu'on a sélectionnées. Donc, ce que j'ai listé juste avant, Enectaliana, Ah, Strawberryca, OGK, tout ça, ça a été bien validé par l'Europe et c'est bien officiellement légal de faire pousser ces variétés-là. Après, est-ce que ça a changé depuis? Tant que ça respecte l'auto, c'est autorisé. Ça, c'est un peu l'interprétation que peuvent avoir certains. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte légal qui dit ces choses-là, ou jusqu'à là, hein, je ne l'ai pas vu récemment. En tout cas, jusqu'à là, on était toujours obligé de piocher dans ce fameux catalogue. Je vais me renseigner. S'il est plus disponible, il y a quelques semaines, il l'était quand on a vérifié que les semences qu'on achète, enfin qu'on a achetées, elles étaient bien conformes au catalogue. Après, je sais qu'il y avait des semences qui étaient en cours d'ajout, qui n'étaient pas encore dans ce listing-là, et donc du coup, on pouvait faire une déclaration de demande de dérogation pour dire que cette semence-là, on souhaite la cultiver et voir si elle peut être dérogée à ce catalogue-là et donc l'intégrer. On a fait les demandes pour certaines variétés qui n'étaient pas encore intégrées. Je suis ça de près avec l'association dont je fais partie, c'est l'AFPC, l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. Et ouais, on a un fil WhatsApp entre producteurs qui est hyper riche de plein de conversations sur la culture, sur les semences. En fait, cette question sur les fleurs, on avait tous les deux très envie de te la poser avec Oro et on s'était imaginé différentes réponses. Un des éléments de la réponse que tu nous as donné m'étonne à moitié parce que moi j'avais parié un peu dessus et ça m'offre une transition parfaite pour parler un peu de ta gamme de produits. En fait, pour moi, il y a une vraie approche entrepreneur à laquelle je suis sensible, dans le sens à proposer des produits finis qui ont été pensés, et on le voit très clairement sur la qualité du produit fini d'ailleurs, et avec des recettes, des attributions. On ne peut pas donner d'allégations thérapeutiques, mais
On a le grog morphée, on a le grog un peu plus sommeil, tu vois, comme pour tes tisanes. Et donc moi je voulais déjà saluer ça, parce que ça se ressent sur les produits finis. On les a souvent salués sur Testeur de CBD, surtout le grog que Oro et moi on a définitivement élu comme produit coup de cœur. Les grog. Les grogs, ouais, les deux. Et est-ce que tu veux est-ce que c'est le moment pour toi de nous parler un peu de ta gamme de produits? Est-ce que tu as envie de nous en dire plus? Comment ça se conçoit pour toi? Tu pars du chanvre pour arriver à des recettes, etc. Ok, ben, déjà merci beaucoup Ben Euro pour votre retour sur ces produits, c'est hyper chouette. Ça me fait trop plaisir parce que déjà vous êtes des vrais testeurs et vous avez vu passer un paquet de produits entre vos mains et ça fait plaisir que vous souligniez un peu, que vous appréciez en tout cas mes produits et ça c'est trop chouette. C'est la plus grande satisfaction d'un entrepreneur, c'est de savoir que, enfin, pour quelqu'un qui fait des produits ou même un service, c'est que ça répond à un besoin et que ça, dans un sens, contente un consommateur. Ça, c'est génial. Tu as des produits d'une telle qualité, tellement pensés, tellement aboutis, tellement juste dans les goûts, dans la recette, moi, ça m'étonnait pas que sur la fleur, tu te lances pas parce que j'étais à peu près sûr que tu puisses pas recréer ce sentiment final au Ouais. client sur une fleur. Et donc c'est là où ça m'étonnait qu'à moitié ta réponse. Mais voilà pour faire la liaison avec les autres produits. Comme je l'ai introduit au tout début, elle se décompose en plusieurs parties. Il y a une première Mhm. partie, on va dire, plus alimentaire. Donc là, c'est basé quasiment sur le savoir de mon père, en fait, parce que l'alimentation, enfin, le chanvre alimentaire, c'est le chanvre qui produit depuis 20 ans. Donc du coup, cette gamme-là, en fait, je l'ai pas tant créée, puisque c'est plus lui qui l'a développée. L'huile de graines de chanvre, ça, c'est son job. C'est de savoir bien presser des graines qui sont fraîches, qui ont été bien séchées, qui ont été bien triées, et après toutes les techniques qu'il y a derrière de l'huile. N'importe quelle graine, il y a beaucoup de savoir pour arriver à faire quelque chose de qualitatif. Il y a l'huile de chanvre donc, ensuite il y a la graine décortiquée. Donc là, on vient juste enlever la coquille du chanvre pour retrouver l'amande ou l'amandon de chanvre. Ça redonne quelques saveurs de pignon de pain, de noisettes. Et pour autant, c'est un produit qui là n'est pas plus travaillé que ça, si ce Ok. n'est que la graine qui est décortiquée est une graine de qualité. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la graine, il y a tout type de qualité. C'est assez impressionnant de voir les différences qu'il peut y avoir, alors que c'est là les mêmes variétés. Ça dépend de la manière dont on l'a récoltée. Notre capacité à savoir sécher la graine suffisamment rapidement et efficacement par rapport au moment de récolte. Si on ne fait pas ça de manière qualitative, la graine va se mettre à chauffer et donc à fermenter. Et derrière, on fait une huile ou alors une graine décortiquée qui n'aura pas du tout les mêmes saveurs. Donc ça, c'est hyper important de partir sur quelque chose de base qui est qualitatif. Mais finalement, là, ce produit de graines décortiquées, il n'est pas plus travaillé que ça, si ce n'est qu'il a été bien séché, trié et décortiqué, c'est tout. Moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent à tester ta gamme parce que c'est des produits qui ont une vraie identité. Donc, même sur l'huile de cuisine, je rajoute Ouais. ça pour faire la différence par rapport à l'huile sublinguale. Mais même l'huile de cuisine, parce que moi j'en ai goûté plusieurs de producteurs et puis chacun de vous avait une identité par rapport à votre terroir évidemment et Ouais. vos procédés de fabrication. Et ouais, les graines décortiquées, j'en mets partout, c'est juste trop bon. Tu peux le mettre dans des préparations sucrées ou salées, ça rajoute grave un truc. Moi, j'ai testé avec du poisson en salade, avec des bols de fruits. Enfin, c'est génial, quoi. C'est pas juste un produit bien-être, parce que souvent aussi, tu vois, d'un côté, on a les produits bien-être qui sont un peu, on les associe souvent à un manque de goût, ou alors c'est juste, tu vois, c'est juste bien pour la santé. Et là, on Mm. a les deux. On a un produit qui est gustativement intéressant et qui est en plus bien-être et nutritif, quoi. Donc c'est grave cool. C'est pas juste gadget, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que les produits qui sont un peu ce qu'on appelle les super aliments, les trucs comme ça, des fois, c'est pas forcément fou en termes de goût. Là, la graine décortiquée de chanvre, c'est hyper riche en protéines. Bah, il y a plus de protéines dans des graines décortiquées que dans un steak, par exemple. On est à 31 grammes de protéines pour 100 grammes, donc ce qui est hyper intéressant. Après, on n'en utilise pas 100 grammes, mais
mais c'est quand même une bombe nutritionnelle, quoi. C'est des beaux produits et en plus, comme tu l'as souligné, Ben, c'est bon. La gamme alimentaire, c'est huile de chanvre, graines décortiquées, protéines de chanvre, qui est une forme de farine. Et on commence à intégrer un entre-deux entre cette partie alimentaire et la partie bien-être, qui est plutôt vraiment exclusivement CBD, des huiles sublinguales pour l'instant. Il y a un peu cet entre-deux qui est de l'alimentaire, mais tout en intégrant quand même du CBD, qui permet de passer aussi beaucoup mieux d'un point de vue consommateur, parce que bah, des huiles sublinguales, c'est quand même assez intrusif pour quelqu'un qui connaît pas trop cette plante, qui a plein d'idées reçues. Le fait de partir sur un grog ou encore comme un chocolat, c'est des formats qui sont hyper sympas, c'est sucré. On a essayé de travailler justement le goût et on n'a pas fait ça au hasard. C'est quand même beaucoup de recherche et de tests. Donc là, je m'appuie beaucoup sur ma compagne, en fait, Lorena, qui est une grande passionnée de cuisine et de manière générale. Donc du coup, finalement, on fait pas mal de tests à la maison, d'essais pour voir les meilleurs assemblages possibles. Sur le chocolat, du coup, ben là, on a fait des tests à la maison, mais après, on s'est très vite tourné. De toute façon, on a tourné vers quelqu'un qui est professionnel dans le chocolat. Donc un artisan, maître chocolatier et fèvier, donc il maîtrise aussi la partie transformation de la fève. On essaye de travailler au maximum local, donc on a regardé autour de chez nous qui est-ce qui était vraiment bon dans son métier, dans ce métier-là et dans ce secteur-là, et ouvert à faire de l'innovation aussi, parce que là on parle de trucs qui se voient pas beaucoup, quoi, hein. Faire un chocolat avec un extrait de CBD à spectre complet, c'est particulier, quoi. Mais on a trouvé la bonne personne, le bon artisan passionné de son métier qui a fait plein de chocolats hyper originaux. Et on avait fait déjà des pré-tests chez nous. On voulait déjà intégrer de la graine décortiquée dans le chocolat. On voulait intégrer donc forcément le CBD, mais sous forme d'extrait qu'on propose à spectre complet. Et puis après, on aimait beaucoup aussi les chocolats avec un petit peu de sel, une pointe de sel. Donc là, on est parti sur une fleur de sel de Guérande. Ouais. Et une petite note forcément un petit peu sucrée aussi avec des pépites de caramel. Donc ça, c'est du sucre qu'il a caramélisé sous forme de petits cristaux qui sont intégrés dans ce chocolat. Et puis après, ben, le reste, de toute façon, c'est lui, hein. C'est aussi son savoir-faire de savoir bien intégrer. C'est lui qui caramélise le sucre. C'est voilà, c'est tout son job, c'est ça. Au final, la tablette, tu la vends assez cher, c'est 8 €, on va pas se mentir, hein. Ouais. Mm, mm. Mais tu la justifies, bah, que c'est du 100 français, bio, qu'il y a un artisan derrière, chocolatier et cetera, j'imagine? Exactement. Ouais, c'est ça. C'est que finalement, ça coûte vite cher de faire des prestations comme ça sur des C'est pas une petits question lots en piège tout dans le cas. sens où j'aimerais que les gens y réalisent aussi, tu vois, Le travail qu'il y a. le travail qu'il y a et ce que ça coûte de fabriquer français, en fait. Tout le monde voudrait qu'on revienne à des choses, françaises, faites, localement et cetera et qu'ils soient au courant des coûts, quoi. Mais complètement. Mais là-dessus, enfin, moi, j'ai pas de mal à l'expliquer. Bien sûr, Euh, c'est l'occasion. de, en fait, typiquement, 8 euros, c'est cher pour une plaque de chocolat, ça c'est clair. Et je la vends même pas en magasin. C'est un produit que je vends que en direct, donc soit à la ferme, soit sur des salons, soit sur le site web. Et ne serait-ce que en coût de matière première plus fabrication du chocolatier, on est à plus de la moitié du prix final client. Donc à ça, il faut rajouter ben, le coût parce que j'ai voulu un peu pousser le truc. On a fait faire des petits moules sur mesure avec notre petit logo sur chacun des carrés qui sont étalonnés à 10 grammes par carré, donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu ben, calibré en fait, tout simplement. Quand on prend un carré, on sait qu'on a 10 grammes de chocolat, et dans ces 10 grammes de chocolat, on sait qu'on a 4 gouttes de CBD à 5%. Donc ça permet un petit peu de mieux doser la quantité de CBD qu'on prend. Donc là, il a fallu faire des moules sur mesure. Et après, ben, il y a tout ce qui est tout bêtement les étuis, l'ensachetage, les étiquettes, la main-d'œuvre pour faire ça. Et finalement, c'est un produit qu'on fait pas pour faire tourner le business. On le fait plus pour faire plaisir et pour décomplexer un petit peu ce côté CBD. Donc ça a presque une vocation pédagogique plus que de faire vraiment chiffre, même si le produit est cher. C'est ça qui est assez fou.
et qui est assez paradoxal. Mais c'est un chouette produit qui fait parler. Bah là, justement, on fait des offres pour Pâques et tous les jours, on expédie on fait 3 tablettes achetées, une tablette offerte. Et tous les jours, on a des petits colis là, qui partent avec 4 tablettes de chocolat. Alors, on espère qu'à Pâques, ça va être un truc que quelqu'un va mettre sur la table où il y aura toute la famille autour. Ça va parler CBD, ça va parler producteurs. Voilà, c'est un peu cette idée-là de ce produit-là. Le chocolat, je voulais faire un petit point dessus. D'ailleurs, je suis vraiment quelqu'un d'horrible parce que ma copine est pâtissière chocolatière et je lui ai pas fait goûter, Ah ouais. alors qu'elle a goûté tout le reste de vos produits. Et d'ailleurs, merci à elle pour les recettes qu'elle réalise pour testeurs, mais que ce soit la protéine de chanvre, les graines décortiquées, les 2 grogs, vous faites partie de vraiment ses coups de cœur. Elle voit tous les produits défiler à l'année. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui la marquent, mais c'est vrai que vos produits l'ont marqué. Mais sans plus attendre, tout à l'heure quand elle rentre, je manquerai pas de lui mettre un carré de chocolat dans la bouche pour qu'elle Trop déguste cool. ça, vu qu'elle travaille le chocolat tous les jours. Euh, mais félicitations du coup pour tous les produits alimentaires. Ben l'a dit tout à l'heure, hein, mais ça fait vraiment partie de nos coups de cœur et des produits qui nous ont marqués. Ouais, trop cool. C'est vrai que c'est un vrai produit dégustation dans le sens où on mange un ou deux carrés qu'on mange en couple comme ça. Et c'est pas un chocolat, on a envie d'y revenir forcément comme les tablettes du grand commerce, quoi. Ça a rien à voir. C'est pas un produit comme les autres et faut vraiment le consommer comme ça, quoi. Ouais, exactement. On va pas tomber la tablette de chocolat, ça c'est sûr, parce que sinon on Non, commence à non. avoir 40 gouttes de CBD à 5%, spectre complet, ça commence à faire. Mais, euh, mais ouais, l'idée c'était un petit carré. Si on arrive à le faire fondre sous la langue, c'est encore mieux. Et c'est cool parce que c'est un petit produit gourmand qui passe bien, en tout cas. Vous avez Ouais. participé à plusieurs salons et expos, etc. Alors moi, c'est vrai que je m'interrogeais sur le fait, est-ce que vous étiez satisfait du coup des rencontres et des retours que vous aviez eus avec les gens? Sur tous nos salons, on fait goûter à nos produits. Ça, c'est justement, je trouve, l'intérêt principal pour moi de ces salons-là, c'est de se confronter en direct au consommateur, de discuter avec lui, de comprendre ses attentes, de voir ses réactions. Et justement, le chocolat ou le grog, on a à disposition des petits testeurs et on fait goûter sur le moment. Et comme ça, on peut percevoir cette réaction instantanée, les yeux qui s'illuminent ou pas, les réactions directes de ah c'est trop bon ou le chocolat qui peut être parfois clivant avec ce côté CBD un peu spectre complet ou parfois c'est un gros kiff quoi. Donc c'est super intéressant d'avoir ces retours en direct. On fait tout tester. On fait tester nos tisanes, on fait tester aussi l'huile de CBD, on met une petite goutte sur le dos de la main pour pouvoir tester et goûter potentiellement nos huiles et montrer un petit peu la différence avec des gens qui sont habitués au CBD, de dire ben c'est pas pareil, c'est beaucoup plus herbacé, mais par contre en termes d'efficacité, ça peut être très différent aussi. Donc c'est chouette, c'est des moments, je trouve, à part les salons. C'est intense. C'est pas forcément, enfin en tout cas nous, comme essayer de rentabiliser notre place sur le moment parce que ça a un coût qui est certain, salon, le déplacement, se loger, se nourrir, plus le coût évidemment de la location. Tout ça fait que c'est compliqué quand même de bien rentrer dans ses frais. Après, ce qu'on essaye de faire, c'est beaucoup de pédagogie, ouvrir l'esprit des gens par rapport à ça, leur planter une petite graine, leur passer un petit flyer avec toutes nos infos. Et généralement, si on a été bon sur le moment, ça se transforme en vente en ligne. Et donc, on retrouve des commandes qui arrivent des coins où on est allé faire ces salons-là. Mais c'est des chouettes moments. C'est intense, mais c'est des chouettes moments, en tout cas, les salons. Et, et du coup, en parlant d'exclus ou de nouveautés, vous avez des produits qui arrivent à l'horizon? Ouais, ouais, à l'horizon, on a des trucs chouettes qui arrivent. Ouais. C'est, alors, on sort un peu du côté alimentaire et bien-être. On rentre sur un domaine qu'on qu'on n'a jamais testé trop, mais ça va être des cosmétiques. On a choisi les formulations. On bosse avec, pareil, un artisan local juste à côté de chez nous qui est excellent dans son domaine.
qui fait déjà des savons, qui fait déjà des différents produits. Et donc, du coup, on va s'appuyer sur son expertise, sur son labo, pour lui fournir la matière première, définir avec lui les formulations de produits. Et d'ici quelques mois, parce que c'est long de faire des cosmétiques, c'est plus complexe que faire des produits alimentaires. Ça demande un peu plus, on est un peu moins réactif, on est un peu moins dans l'instantané, on va dire. Et d'ici quelques mois, ouais, on va sortir quelques petites choses très sympas, je pense. Pour pouvoir sortir, imaginons, une crème ou un baume, à quelle législation vous devez vous heurter? En fait, c'est effectivement le cosmétique, donc c'est autre chose. On n'est pas du tout sur le côté novel food, c'est pas de l'alimentation puisque ça va être une utilisation qui va être en cutanée ou sur des muqueuses potentiellement. C'est une réglementation très particulière et justement je me heurte à cette réglementation-là à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ils sont pas hyper favorables au côté spectre complet. Donc, avoir une notion de THC dans les produits n'est pas forcément quelque chose qui est autorisé. Euh, donc, c'est ce qu'on est en train de voir avec justement la personne avec qui on bosse et le toxicologue pour valider nos formules, qu'on on souhaite absolument, ça fait partie aussi de nos valeurs, de rester sur le plus naturel possible, le plus brut possible, sans avoir fait appel à de la chimie pour essayer de supprimer le THC. Et donc quand même rester sur ce côté naturel pour proposer des baumes à spectre complet, de proposer des huiles de massage à spectre complet, etc. Donc ouais, la réglementation, elle n'est pas simple en cosmétique. Sur la partie chanvre, en tant que telle, en tant qu'ingrédient huile de graines de chanvre, c'est OK. C'est quelque chose qui pose pas de problème. C'est vraiment au niveau de la partie extrait avec ce THC où là, il faut arriver à trouver des moyens pour arriver à faire accepter les produits. Donc, il y a différents types d'extraction qui sont plus ou moins autorisés, des macères à huileux, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on est en train de tester pour essayer d'arriver sur ce marché-là. Mais je trouverais, enfin, c'est pas ce que je veux faire, hein, bien sûr, mais je passerai pas par de l'isolat de CBD, par exemple, pour proposer un cosmétique à base de chanvre, quoi. C'est pas du tout mon idée. Je préfère ne pas le faire que de devoir faire ces choses-là. Aujourd'hui, la réglementation, donc j'ai fait un petit point sur la réglementation cosmétique très frais il y a 2 semaines, donc je pense que je suis à peu près à jour là-dessus. Aujourd'hui, la réglementation en cosmétique, on ne doit pas avoir de traces de THC, mais même pas les traces infimes. Aujourd'hui, par exemple, des laboratoires qui nous font des analyses de THC, ils vont à un seuil de détection de 0,01% de THC. Donc, en gros, très faible. Ça, c'est leur seuil de détection. En cosmétique, apparemment, on serait censé être à un seuil de détection de 0,0002%. Il y a un seul laboratoire en France, à Paris, qui est capable de faire ce niveau de détection-là. Et les produits finaux cosmétiques sont censés être en dessous de ce seuil-là. Donc évidemment, quand on utilise un extrait à spectre complet, ou même qu'on utilise un extrait naturel, je suis même pas sûr qu'on puisse arriver à ce seuil de détection aussi faible. Je pense que la seule solution pour arriver à faire un cosmétique avec un taux qui répond à cette norme-là, c'est avec de l'isolat de CBD. Voilà. Il y a peu d'autres choix aujourd'hui. Donc ouais, c'est hyper frustrant parce que je pense pas que ça soit fondé sur quelque chose de scientifique avec un risque pour la santé de se mettre une huile à spectre complet sur la peau et qui est réellement une problématique. Je pense que c'est vraiment un blocage qui est plus réglementaire ou administratif, mais qui n'est pas fondé sur des seuils clairement définis par des organismes de santé. Je trouve que c'est ce qui est le plus frustrant pour moi, c'est de savoir, enfin de savoir, de penser ça en tout cas. Moi, j'avais une question sur l'extraction à proprement dit. Et comment est-ce que tu procèdes à ton extraction? Est-ce que tu arrives à le faire chez toi, en France, ou comment est-ce que tu fais? Ça, c'est vraiment le truc que je me suis dit, il faut qu'on soit impeccable sur ce sujet-là et puis ça me tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de flou, trop d'amalgames, d'idées reçues par rapport aux produits, tu sais, à base de CBD. On ne sait pas trop d'où ça vient, comment ça a été fait. Ça pose beaucoup de questions. Et je me suis dit, je veux que mes clients, quand ils prennent un de mes produits, ils sachent où est-ce que ça a été fait, par qui est-ce que ça a été transformé, quand est-ce que ça a été fait. Voilà, que ça réponde à ces questions de base de qui, où, quand, comment, en gros, le produit a été fait. Donc,
sur tous mes produits, j'ai un petit QR code, j'ai des numéros de lot et en gros, le client, en scannant ce QR code, en saisissant le numéro de lot, il arrive sur une page de traçabilité qui est individuelle à chaque lot et qui leur permet de savoir d'avoir les réponses à toutes ces questions qu'on vient de citer. Au début, comme je l'ai dit, en fait, j'essaye de faire dans les règles qui me sont proposées et de respecter les règles qui me sont proposées. Au tout début, quand on bossait avec mon père sur l'extraction de CBD, on le faisait en France avec des laboratoires. Il y a 5 ans, c'était autorisé de pouvoir faire des extraits de CBD. Pas forcément pour la commercialisation, mais en tant que R&D, c'était OK. Donc on a bossé comme ça pour essayer de faire les choses bien, de trouver les bons process qui nous correspondent, jusqu'à qu'il y ait une réglementation qui arrive et qui nous interdise, grosso modo, l'extraction en France. Donc là, on a joué avec les règles, on s'est dit, OK, c'est pas possible en France, on va se débrouiller pour le faire à l'étranger. Donc on a creusé un peu le sujet, on a trouvé plusieurs boîtes qui proposaient leurs services. Après avoir pas mal échangé avec eux, on s'est orienté vers une boîte qui nous donnait confiance, une boîte allemande, expert dans l'extraction au CO2, donc c'est un principe d'extraction. Donc on est parti avec eux, qui nous garantissaient toute la traçabilité, que c'était bien notre matière première du début jusqu'à la fin. On a pu voir les locaux, voilà, on est allé loin sur la traça. Ensuite, une fois qu'on avait fait cette extraction-là, les règles du jeu ont encore changé et dans le bon sens cette fois-ci, puisque l'extraction en France était de nouveau autorisée. Ce qui n'avait pas trop de sens, de toute façon, d'interdire l'extraction en France, puisqu'on pouvait vendre des produits à base de CBD en France, mais on ne pouvait pas les extraire en France. Donc du coup, ça nous faisait faire cette sorte d'ineptie qui était de récolter, transformer le plus localement possible, mais après d'amener notre matière en Allemagne pour la réimporter, pour la revendre localement. Ce qui était quand même assez... Maintenant, on peut faire ça 100% en France, ce qu'on fait avec un laboratoire français dans le sud-est de la France, qui est expert clairement dans l'extraction de principes actifs végétaux avec la technologie du CO2. Donc eux, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Ils font de l'extraction l'extraction au CO2. Généralement, c'est utilisé sur des trucs assez spécifiques, sur des extraits de vanille, sur des extraits de gingembre, sur des trucs bien particuliers qui généralement coûtent un peu cher, ou pour le secteur de la parfumerie, pour récupérer des fragrances particulières, parce que ça a la capacité de faire une extraction hyper complète et en gardant toutes les molécules, on va dire, de manière intacte Euh, et du, sans faire appel à des solvants, des choses comme ça. Ouais. du, du coup, en dehors de l'extraction du chanvre pour faire du CBD, ton père et votre famille, du coup, vous avez une huilerie, l'huilerie d'Occitanie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et est-ce qu'il y a des différences de fabrication possibles au niveau des huiles pour ceux qui n'ont pas d'huilerie, par exemple? Ouais. Alors, ben, l'huilerie d'Occitanie, on va dire, ça fait 15 ans que mon père a créé cette société-là, donc une deuxième société en parallèle de son exploitation agricole, qui est sur le même lieu. Et l'objectif, c'est de valoriser les produits qu'il fait pousser sur ces terres en réalisant une transformation pour arriver jusqu'à un produit fini. Donc on ne peut pas vendre une graine de colza en tant que telle, ou une graine de tournesol, ou une graine de cameline, mais avec cette huilerie, ça lui permet de les presser et donc d'en faire de l'huile. Donc c'est un bâtiment de 600 mètres carrés, avec un laboratoire alimentaire pour toute la partie de conditionnement, avec une embouteilleuse, étiqueteuse, des fûts inox, toute une partie de presse, pas mal de matériel de triage aussi de graines, parce que la qualité d'huile, ce que je disais tout à l'heure, elle dépend beaucoup de la capacité de savoir bien sécher, donc avec un séchoir à graines, de savoir bien trier les graines qu'on est en train de presser, de pas trier des graines, de pas presser pardon des graines qui sont polluées avec différentes adventices, donc des plantes, on va dire, concurrentes, des mauvaises herbes, et du coup tout ça se retrouve dans l'huile et donc change potentiellement le goût de l'huile finale. Donc il y a un gros job derrière de la part de mon père et de ma mère, pour arriver à faire des produits de qualité par le biais de cette huilerie-là. Le principe, c'est une pression à froid. Donc en gros, c'est une sorte de vis sans fin. On fait passer les graines dans cette vis sans fin qui est dans une sorte de tuyau, et elles viennent se faire écraser. Et d'un côté, on a l'huile qui coule. Donc c'est un petit peu le jus de l'amande de la graine. C'est que les lipides qui sont extraits comme ça. Et de l'autre côté, il y a une sorte de déchet, ou un coproduit maintenant. Ça s'appelle du tourteau.
Et ce tourteau-là, c'est la graine sans la partie huile écrasée. Et cette graine-là, écrasée, donc le tourteau, on peut en faire plein de choses. Généralement, on en fait pour le chanvre, on en fait de la farine de chanvre. Donc les fameuses protéines de chanvre que je vous ai envoyées, c'est ça. C'est du tourteau qui a été finement broyé et qu'on a apporté à un meunier pour le moudre finement et pour en faire une farine. Ou alors, pour d'autres graines, on n'en fait pas de la farine, mais là, on le vend comme c'est très riche en protéines, on le vend pour l'alimentation des animaux. Donc, ça vient enrichir l'alimentation de certains bétails dans le coin, localement. Sur votre site, j'ai vu que vous conseillez de ne pas la mettre au frigo, alors que c'est vrai qu'en ligne ou même chez certaines marques de CBD, on a souvent cette recommandation de une fois ouverte, vous pouvez la conserver au frais. Vous, pour la préservation des terpènes et de la qualité et des principes actifs, vous conseillez de la laisser plutôt certes au frais, mais pas non plus au frigo. Euh, Tu peux nous en dire plus là-dessus? Le frigo, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est toujours optimal, on va dire, pour conserver une huile, de le garder dans un endroit réfrigéré. Mais en fait, l'huile qu'on propose, comme dans notre processus de transformation, le fameux moment où on presse la graine dans cette fameuse vis sans fin, on fait une pression à froid. Donc ça veut dire qu'on ne monte pas au-dessus d'une certaine température, et ça, c'est pas tous les gens qui font de l'huile qui respectent ces choses-là. On garantit que nous, on ne presse pas à plus de 10 degrés de plus que la température extérieure dans laquelle on presse. Et l'été, on presse quasiment jamais. Donc grosso modo, on n'est jamais au-dessus de 40 degrés pour une graine qui passe à travers ce processus de transformation. Donc en dessous de ce niveau-là de chaleur, on ne dégrade pas ce qu'on appelle la vitamine E. Et la vitamine E, c'est un antioxydant et un conservateur en fait naturel. Nous, le fait qu'on soit sur nos process de transformation et des températures qui sont contrôlées, en fait, on garantit que cette vitamine E, elle est tout à fait intègre et elle permet de mieux conserver l'huile, du coup, naturellement. Et après, on fait des analyses donc, pour voir si notre taux, ce qu'on appelle le taux de peroxyde, c'est un indicateur, un indice qui nous dit le taux de rancissement de l'huile. Et en manière générale, on a de très 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 bons taux. Euh, donc ça, c'est inhérent à la manière dont on a pressé et à la manière dont on a séché aussi et qu'on n'a pas laissé fermenter les graines. Donc du coup, on est assez confiant pour dire à nos consommateurs, pas de souci, vous pouvez le laisser dans votre placard ou à l'endroit où vous mettez vos huiles habituellement, plutôt que dans votre frigo où peut-être vous allez mettre au fond et finalement vous allez peut-être même pas l'utiliser et d'ici un an, ouais, elle sera peut-être rancie, donc ça serait dommage de la laisser et de pas l'utiliser. Mettez-la là où vous souhaitez, tant qu'il n'y a pas de grosses variations de température. Ce qu'il ne faut pas, évidemment, c'est de faire subir une huile, je sais pas, le chaud d'une voiture ou qui peut monter très vite à des fortes températures en plein été. C'est dans un placard et que c'est à l'abri du soleil, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Si tu avais envie de nommer, tes amis, copains, partenaires, copains producteurs, acteurs ou labels, c'est le moment, avec qui tu travailles ou que tu recommandes, hein? Moi, je bosse avec du coup l'AFPC un petit peu. Donc, c'est l'Association française des producteurs de cannabinoïdes qui sont spécialisés sur cette partie un peu bien-être. Je bosse aussi. Là, je suis même investi en tant que membre du bureau de Chanvre Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est une association régionale pour développer la filière chanvre localement. Donc là, on n'a pas que une vocation bien-être ou alimentaire, il y a aussi un volet bâtiment et transformation de la partie paille. Donc là, je suis investi aussi dans cette partie-là en tant que trésorier, ou vice-trésorier plutôt, et membre du bureau. Et après, les partenaires avec qui j'aime bien bosser, dans le monde du chanvre, en tout cas, moi, je suis un ami maintenant de la ferme médicale, donc Raphaël, de Pablo, de la ferme médicale. On s'entend très bien, on partage les mêmes valeurs, la même volonté, on va dire, de faire des produits de qualité. Je m'entends très bien aussi avec la marque Arpa, qui est une marque de CBD à Osgore, Fred de chez Arpa.
voilà, il y a quelques acteurs comme ça qui se comptent un peu sur les doigts de la main où j'ai une vraie confiance, où on partage la même volonté, on a les mêmes avis sur certains produits qui nous semblent pas forcément qualitatifs ou du moins respecter ce que nous on entend de la plante. Et c'est chouette de bosser ou d'échanger avec eux, c'est toujours un plaisir. Voilà pour lister un petit peu les partenariats ou du moins les liens que j'ai avec le monde du chanvre. Je voulais te poser une petite question un peu annexe. Euh, Martine adore les graines décortiquées et Whitney Houston. Jean-Pierre, c'est plutôt le grog de Morphée et Trio. Toi, t'es plus huile de CBD et hippie sabotage. Est-ce que vous vous chamaillez pour prendre le contrôle de l'enceinte ou de la playlist? Ouais, ce qui est cool, c'est qu'on n'habite pas ensemble, du coup, ils mettent leur musique et moi je mets mes musiques sur mes enceintes, donc ça Ah, va. d'où les 2 Mais boîtes séparées. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, après dans le labo alimentaire, des fois, on est obligé de partager les playlists et là, bah, du coup, tu sais, on fait ajouter à la liste, et donc du coup, petit à petit, on passe sur les playlists de chacun, Ouais, donc ça va. en liste Ouais. d'attente, quoi. Donc tes parents proposent, toutes sortes d'huiles, mais aussi des jus de pommes. Tu parlais, ils faisaient aussi des arbres fruitiers. Tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est des produits qu'on trouve à la boutique, à la ferme, par exemple? Ouais, exactement. À la ferme, du coup, on retrouve, toute la production de mes parents. Donc il y a beaucoup, enfin nous, on a une belle partie de notre production, c'est des kiwis. Donc on fait des kiwis Eward, qu'on propose à la ferme et après, qu'on expédie un peu partout, dans des magasins locaux. On a aussi des jus de pommes parce qu'on a une exploitation de pommiers et donc les pommes, qui sont pas forcément les plus belles parce qu'en bio, c'est un peu compliqué de faire de la belle pomme à croquer. Bah, du coup, les pommes qui sont pas forcément visuellement sexy pour le consommateur, on les transforme en super jus de pomme. Et clairement, il fait un succès fou celui-là. Il est trop trop bon. Après, on fait d'autres petites choses. Mes parents font aussi des pommes de terre. Donc là, on fait différentes vieilles variétés aussi de pommes de terre qu'on vend aussi à la ferme ou aux alentours pour des collectivités ou des magasins bio. Yes. J'ai des petites questions de fin de podcast que j'aime bien poser Mm. qui Vas-y, demandent une réponse, rapide donc spontanée. Ton cannabinoïde préféré? CBDA. Le produit de ta gamme, que tu consommes, le plus ou que tu consommes déjà? Mon huile de CBD. Ouais, mais j'ai envie de dire, on arrive un petit peu à la conclusion et à la fin de ce podcast. Moi, c'est vrai que je voulais vraiment te remercier, bah, déjà pour tes envois, parce que du coup, on a pu découvrir des coups de cœur qu'on n'avait pas jusque-là. C'est vrai que pour moi, tu fixes un certain standard dans l'alimentaire et dans les produits que tu proposes. C'est vrai qu'après avoir goûté ton chocolat ou après avoir goûté ton miel, bah, désolé pour les concurrents, mais ça place la barre assez haut. Euh, Mettez les bouchées doubles, essayez de faire pareil, de vous améliorer. Nous, on voit que t'es un passionné et ça transpire dans les produits, quoi. Ça fait plaisir. Trop cool. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Encore une fois, c'est trop bien d'avoir des retours aussi de personnes qui ont. Voilà, c'est pas une personne lambda qui a jamais testé du CBD ou qui a jamais testé des produits comme ça. Vous en avez vu passer vraiment des dizaines, voire des centaines, et ça a quand même beaucoup plus de valeur, entre guillemets, ou de crédibilité d'entendre ce type de retour de votre part. Donc c'est génial. Et puis, de manière générale, tout le contenu que vous faites, c'est une tuerie. Enfin, vous faites un taf de ouf, constant. Ben, il fait des photos, mais elles sont à tomber, elles sont magnifiques. Enfin, vraiment, vous faites du C'est très très beau job, donc continuez comme ça. Et je pense pas beaucoup de sites qui font des tests de CBD aussi poussés que les vôtres. C'est cool. Écoutez, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Merci à toi, Nicolas, de nous avoir accordé du temps. Et puis ouais, on se retrouve pour un prochain épisode de nos podcasts. Yes, salut, merci à tous. C'est ça. salut, merci.